toutes et à tous, bienvenue dans votre édition de 13h. D'abord, cap sur les petites et moyennes entreprises à l'occasion de la journée mondiale qui leur est dédiée. Focus sur les défis climatiques auxquels elles doivent faire face en Côte d'Ivoire. Des mesures sont en cours pour mieux accompagner ces structures essentielles à l'économie locale dans l'adaptation à l'urgence environnementale. Puis nous reviendrons sur la 5e édition des Journées de la fonction publique à Abidjan. L'accent a été mis hier sur les mutations profondes qu'a connues l'administration ivoirienne entre 2011 et aujourd'hui. Entre réforme, digitalisation et nouveaux défis, l'évolution de la fonction publique est scrutée de près. Et enfin, la République démocratique du Congo et le Rwanda s'apprêtent à signer ce 27 juin un accord de paix à Washington sous l'égide des Nations Unies, selon les États-Unis. Un engagement diplomatique renforcé pendant que la Cour africaine des droits de l'homme se dit compétente pour trancher un différend opposant les deux pays. Merci de regarder RTI 1. Il s'agit d'un pas de plus vers la transformation locale du cacao. Le vice-président Temoko Méliet-Koné a inauguré jeudi le complexe industriel Transcao situé dans la zone industrielle du PK24. Ce site ultra-moderne permettra de transformer jusqu'à 50 000 tonnes de fèves par an avec à la clé un entrepôt, une usine et un centre de formation. Un projet phare porté par le Conseil du café cacao pour un investissement de 130 milliards de francs CFA. Par le compte-rendu de Mahama Traoré. Du statut de premier producteur à celui de premier transformateur mondial de fèves de cacao. Dans la marche vers cette ambition, le gouvernement ivoirien vient de poser un pas de géant. Pas posé ici, sur ce site de 21 hectares, abritant le complexe industriel Transcao Côte d'Ivoire dans la zone industrielle du PK24, Sisa Coupezeji, commune d'Anyama. Un complexe dédié à la transformation en produits semi-finis de fèves de cacao. 5 ans après la pose de la première pierre par le chef de l'État Alassane Ouattara, le vice-président de la République Temoko Méliet-Koné procède ce jeudi à la mise en service de la firme. Les producteurs s'en réjouissent. C'est une merveille et on tend vers la souveraineté de la Côte d'Ivoire en matière de cacao. Et on profite de l'occasion pour remercier le président de la République. Les 100 milliards de dollars que le cacao engrange dans le monde, plus de 94% provient de la transformation et de la consommation. Et donc si nous accélérons la transformation, nous allons aller à la recherche de 94%. Nous disons merci à Transcao d'ouvrir cette école de formation à côté de l'usine. De la conception à la réalisation, ce projet a été piloté par le Conseil du café cacao. C'est une usine de broyage de 50 000 tonnes, un entrepôt d'une capacité de stockage de 160 000 tonnes, un centre de formation au métier du cacao et du chocolat et un bâtiment administratif. Le tout pour un investissement global de 130 milliards. Au total, Transcao, c'est à ce jour plus de 1400 emplois et une capacité de transformation de 100 000 tonnes. Dans 2 ans, ce sera une capacité installée cumulée de 210 000 tonnes du fait de l'extension des lignes de production actuelles. Avec l'usine Transcao Côte d'Ivoire du PK24, la Côte d'Ivoire franchit de nouveaux paliers dans l'économie cacaoyère. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire transforme environ 750 000 tonnes de fèves de cacao, ce qui représente 42% de sa production nationale de cacao et lui confère la place de premier broyeur mondial devant les Pays-Bas. La capacité annuelle installée de broyage de cacao à ce jour est de 1 065 000 tonnes. À cet instant précis, la Côte d'Ivoire est à même de broyer la moitié, c'est-à-dire 50% de sa production nationale de cacao estimée autour de 2 millions de tonnes. Là, malgré les effets du changement climatique. Cette usine du PK24 est la deuxième que détient Transcao Côte d'Ivoire, après celle basée à San Pedro. Transcao Côte d'Ivoire est le pôle industriel du Conseil du café cacao, organe régulateur de ces deux filières qui s'est donné pour vocation d'améliorer les revenus du monde paysan.
Du 1er juillet au 26 août, les candidats à l'élection présidentielle devront rassembler les parrainages exigés pour valider leur dossier. Une nouveauté cette année, la collecte sera désormais électronique. Une innovation annoncée jeudi par la CEI à travers son deuxième vice-président Alain Dogou lors d'une conférence de presse. Une étape déterminante dans le processus électoral. Sidonie Davila pour les détails. À quelques jours du coup d'envoi de l'opération de parrainage pour l'élection présidentielle de 2025, la Commission électorale indépendante a levé le voile sur le mode opératoire de cette étape lors d'une conférence de presse. En réponse aux recommandations des acteurs politiques, ce décret introduit une innovation majeure, à savoir une solution numérique destinée à améliorer les conditions de collecte de parrainage, qui sécurise l'opération, authentifie les acteurs, c'est-à-dire les électeurs parrains, et évite le double parrainage. Nous sommes soumis à des obligations. Nous ne diffusons pas et nous ne divulguons pas des informations qu'on met à notre disposition. C'est un processus qui est vraiment sécurisé, comme on l'a dit, authentifié, sécurisé, mais c'est un processus totalement confidentiel. Et ce qui permettra à chacun d'avoir les parrains requis. L'introduction de l'électronique pour la collecte des voix, une réelle préoccupation pour l'opposition. Le système biométrique ne sera toutefois pas totalement exclusif. En cas de situation exceptionnelle, empêchant l'utilisation du terminal, le collecteur pourra enregistrer manuellement le parrainage de l'électeur dans le fichier Excel prévu à cet effet et mis à leur disposition par la Commission électorale indépendante. Prévu du 1er juin au 26 août prochain, le parrainage constitue un passage obligé pour tous les prétendants au fauteuil présidentiel. Ces derniers devront, pendant près de 2 mois, aller à la rencontre des électeurs afin de recueillir les voix nécessaires à la validation de leur dossier. La collecte de parrains se fera sur la base de la liste électorale définitive, comme souhaité par les partis politiques à la lumière des enseignements tirés de l'élection présidentielle de 2020. Dans le but de faciliter la compréhension et l'application des procédures de parrainage, la CEI a également prévu des séances d'information et de formation. Elle démarre le 3 juillet prochain à l'intention des aspirants candidats à la présidentielle de 2025. Et puisqu'on parle de la CEI, je vous donne lecture du communiqué de l'institution. La Commission électorale indépendante invite les organisations de la société civile, la presse, les blogueurs et autres influenceurs à une importante réunion d'information et d'échange sur le mode opératoire de collecte des parrainages en vue de l'élection du président de la République du 25 octobre 2025, le vendredi 27 juin 2025 à 10h précises à Cocody de Plateau, La Trille. Chaque entité est priée de se faire représenter par 2 personnes. Pour toute information complémentaire, prière de contacter le secrétariat permanent de la CEI au 27 22 40 09 90. Le présent communiqué tient lieu d'invitation officielle fait à Abidjan le 26 juin 2025, signé du secrétaire permanent Kwame Ayumani-Pierre. La 5e édition des Journées de la fonction publique se poursuit à Abidjan. La journée de jeudi a été consacrée au panel dont l'un a mis en lumière l'évolution de l'administration ivoirienne de 2011 à aujourd'hui. Modernisation, digitalisation, efficacité. Les panélistes s'accordent à dire que des progrès notables ont été réalisés ces dernières années. Grace Kando revient sur le temps fort de cette rencontre. Les Journées de la fonction publique sont marquées par des panels animés par de hauts cadres de l'administration ivoirienne. Les réflexions portent sur la fonction publique d'hier à aujourd'hui. Les différents panélistes ont passé en revue les réformes visant à améliorer la qualité des services offerts aux citoyens. L'accès à la fonction publique, à l'époque, c'était chacun qui se faisait recruter au gré de ses intérêts. Aujourd'hui, cette gestion est centralisée, portée par le ministère de la fonction publique, sous la stricte condition des concours.
La formation n'était pas vue comme un élément stratégique, mais on s'est rendu compte dans la gestion que le renforcement des capacités devait accompagner la présence du fonctionnaire à son poste de travail et faire en sorte qu'il soit performant. On a vu comment l'administration évoluait au niveau des effectifs, au niveau de la gestion du personnel, au niveau même de la gestion et de l'installation administrative, vraiment des structures administratives. Nous avons beaucoup appris de ce panel, c'est enrichissant pour nous et nous a permis de mieux nous projeter dans l'avenir pour une fonction publique moderne et plus efficace. Des avancées enregistrées, certes, mais le défi de la modernisation de l'administration publique reste une quête permanente. Nous avons recommandé que la qualité du personnel envoyé dans les régions s'améliore de plus en plus et que l'ENA, qui est l'épine dorsale du système de formation des agents de l'État, se renforce dans ce sens et que le système indemnitaire aussi soit étudié. Autre panel qui a aussi capté l'attention du public, la transformation structurelle et culturelle de l'administration publique. Les intervenants appellent à une culture nouvelle fondée sur la responsabilité et le partage de compétences de la hiérarchie aux collaborateurs à travers une rencontre de restitution. Ce deuxième jour des activités scientifiques des journées de la fonction publique a enregistré la présence de la ministre gabonaise de la fonction publique. Ce 27 juin, le monde célèbre la journée des PME avec une attention particulière portée cette année à l'urgence climatique. En Côte d'Ivoire, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba, appelle à renforcer l'accès des petites et moyennes entreprises au financement vert, levier clé pour une croissance durable. Lancine Bakayoko nous en dit plus. Les micro, petites et moyennes entreprises représentent environ 98% des entreprises formelles, avec près de 23% de la population active employée, 12% de l'investissement national mobilisé et 20% du PIB. Malgré ce gisement important, les PME restent vulnérables au choc climatique. Face à l'urgence climatique, le secteur privé en général est appelé à prendre des mesures de résilience. Les MPME en particulier doivent être au cœur de la riposte. Catalyseurs de solutions, accélérateurs d'innovation, piliers du financement climatique, mais aussi et surtout acteurs de l'anticipation stratégique. Ces MPME doivent alors se distinguer à travers des pratiques éco-responsables et la valorisation des ressources locales. Les PME devraient surtout accroître leur éligibilité au financement vert en alignant leurs projets sur les critères des partenaires financiers qui recherchent aujourd'hui des projets à fort impact environnemental et social positif. Elles doivent également faire preuve d'audace, d'ingéniosité et d'innovation pour saisir toutes les opportunités qu'offre la transition écologique, notamment la création d'emplois verts, la réduction des coûts énergétiques et l'accès à de nouveaux marchés régionaux et internationaux. De nombreuses réformes ont été engagées pour renforcer les dispositifs d'appui à la transition verte des PME, notamment un cadre institutionnel et réglementaire incitatif, des mécanismes de garantie ainsi que des partenariats stratégiques avec les institutions financières. Tout est mis en œuvre pour faciliter l'accès des MPME au financement durable. Je réaffirme la volonté du gouvernement de bâtir une économie ivoirienne verte, résiliente et inclusive, et en appelle à la responsabilité collective et à l'implication de toutes les parties prenantes dans la construction d'un écosystème de la finance verte robuste et adapté au contexte ivoirien. Le rôle des petites et moyennes entreprises dans la transition vers une économie verte, défis et opportunités. C'est autour de cette problématique que les acteurs ont ébauché toutes les solutions possibles. Le Forum des bâtisseurs de l'économie africaine a tenu sa 15e édition à Abidjan. L'événement a rassemblé acteurs du développement, experts et décideurs autour de panels et de remises de prix, mettant en lumière l'intégration économique et la valorisation des talents africains. Yonadien Auré et Jean-Marc Djadji pour le reportage. La 15e édition du Forum des bâtisseurs de l'économie africaine a rassemblé experts, acteurs économiques et porteurs de projets, tous venus échanger autour des enjeux clés du développement du continent. Entre panels de haut niveau et cérémonies de distinction, le forum a mis à l'honneur celles et ceux qui, par leurs actions, contribuent à bâtir une Afrique plus forte et plus solidaire. Aujourd'hui, vivre en reclus n'est plus avantageux, ne permet pas
le développement espéré pour nos populations. Et cette dynamique africaine qui consiste à encourager la fin des barrières est à saluer et c'est ce que nous avons tenu à encourager. Face à une conjoncture mondiale marquée par les tensions géopolitiques, l'inflation et les crises énergétiques, les intervenants ont appelé à plus de solidarité, d'audace et de coopération entre États, acteurs économiques et sociétés civiles. Les entrepreneurs doivent effectivement être à la tâche pour éviter qu'il y ait des crises qui sont une entrave au développement de notre pays et une entrave à l'intégration africaine, à relever. La 15e édition du Forum des bâtisseurs de l'économie africaine confirme son rôle de plateforme stratégique d'échange, de reconnaissance et de transformation de l'Afrique. La première pierre du nouveau siège administratif du Centre régional des œuvres universitaires à Abidjan 1 a été posée hier jeudi à l'université Félix-Houphouët-Boigny de Cocody. Le bâtiment de R+3 livré dans 18 mois va améliorer les conditions de travail et libérer des espaces pour les logements étudiants. C'est Forazegui. Un coup de truelle symbolique a marqué aujourd'hui le début des travaux du futur bâtiment administratif du Centre régional des œuvres universitaires Abidjan 1. Ce nouvel édifice, dont la construction est prévue pour 18 mois, s'inscrit dans la volonté du gouvernement d'améliorer les conditions de travail du personnel administratif et par extension d'améliorer le cadre de vie des étudiants. Ce siège administratif va permettre de libérer 3 bâtiments anciennement occupés par les agents du crew A1. Dès lors, cette libération permettra d'accroître l'accueil en hébergement de nos étudiants. Mais ce n'est pas tout. Un autre projet pilote novateur a été lancé par l'Office national de l'eau potable, ONEP. L'objectif est de réduire la consommation d'eau, un enjeu économique majeur pour l'État ivoirien. Plusieurs études ont révélé un taux de gaspillage moins entre 60 et 70% dans les administrations publiques, avec une facture d'eau qui est payée par l'État aujourd'hui qui est plus de 10 milliards de francs CFA par an. Ces initiatives sont donc doubles: améliorer les infrastructures et optimiser la gestion des ressources. Cela va rendre le service beaucoup plus efficace et cela va améliorer les conditions de travail des agents du crew d'une part, mais de façon indirecte aussi améliorer les conditions d'études et de vie des étudiants. Et ensuite, il y a un deuxième projet également qui voit le jour, qui démarre aujourd'hui. C'est le placement d'un nouveau système de gestion de l'eau potable dans les cités universitaires. Vous comprenez que cela est d'autant plus important que souvent, de façon générale dans l'administration, mais de façon particulière au niveau des universités, notamment au niveau des cités universitaires, il y a beaucoup de gaspillage d'eau. Et il est évident qu'un système qui permet de contrôler ces gaspillages-là, de les réduire au maximum, est vraiment le bienvenu. Avec ces projets structurants, le gouvernement ivoirien confirme sa volonté d'investir durablement dans un enseignement supérieur plus moderne, plus inclusif et tourné vers l'excellence. Dans la région du Bafing, la deuxième phase de la campagne d'opération gratuite pour la hernie et l'appendicite s'est tenue à l'hôpital régional de Touba. Initiée par le député Lassina Diomandé, cette action vise à soulager les patients vulnérables et à faciliter leur accès aux soins. Chris Diomandé, Godefroy, Okambawa. Près de 500 patients souffrant principalement de la hernie, de l'appendicite, venus de Borotou, Nyokoso, Boko et Mandougou dans la région du Bafing bénéficient d'une intervention chirurgicale gratuite. Cette deuxième opération sanitaire, initiée par Lansina Diomandé, député de cette circonscription, bénéficie du soutien du ministère de la Santé et des cadres de la région. L'ambition est de soulager les populations souvent confrontées à un accès limité aux soins spécialisés. Et une opération, tu peux dépenser plus que 300, 400, 500 000. Et toi, on vient te prendre chez toi au village dans le cas, venez vous déposer. Après avoir fini de faire l'opération, on va vous déposer aussi au village. Vraiment, on est satisfait, on est content, on est bien traité. Maladie que tu as là, on s'occupe de vous, on te donne le médicament, on n'a pas payé l'argent, on n'a rien payé, tout était gratuit. Pour l'initiateur, cette action s'inscrit dans une dynamique de renforcement de la couverture sanitaire en zone rurale. J'organise cette campagne de chirurgie gratuite pour tout simplement permettre
à nos populations d'être en bonne santé. Je voudrais saluer ici le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui a pris après le corps la santé de nos populations. Et nous, en tant qu'élus, nous devons donc être le relais du président de la République. Cette campagne humanitaire va s'étendre dans la région du Bafing afin de redonner de l'espoir et du réconfort à de nombreuses familles. Hier jeudi, Abidjan a accueilli le lancement de la 3e édition du SICA, rendez-vous majeur des professionnels de l'audiovisuel en Afrique, sous le thème souveraineté numérique et exportation des récits, bâtir un marché audiovisuel africain compétitif et globalisé. Ce salon, initié par le ministère de la Communication et soutenu par l'État ivoirien, vise à promouvoir la création de contenus locaux capables de rivaliser à l'échelle mondiale. Jean-Marc Djadji. Abidjan, terre de valorisation des programmes audiovisuels africains. Une idée prête à être réalisée par plus de 100 professionnels à l'occasion du lancement de la 3e édition du Salon international du contenu audiovisuel d'Abidjan, SICA. Des dizaines de milliers d'heures de contenu audiovisuel et plus de 5000 films sont produits chaque année sur le continent africain, tous formats confondus selon l'UNESCO. Avec un secteur en pleine structuration, une opportunité s'ouvre pour le rayonnement du récit africain. Le récit africain a plus de possibilités de rayonner aujourd'hui que jamais. Il va falloir marier notre façon de raconter des histoires ici en considérant qu'ils peuvent être vus ailleurs. Renforcer la souveraineté numérique et la création de contenus locaux compétitifs à l'échelle mondiale sont les enjeux du SICA 2025. Je vous assure que cette voix que nous élevons aujourd'hui pour notre cinéma ne cessera de s'amplifier, car la Côte d'Ivoire croit en la puissance de son audiovisuel et de son cinéma. Elle croit surtout au talent de sa jeunesse. Que cette édition du SICA 2025 soit un tremplin décisif vers une Afrique qui ne se contente plus de se raconter simplement ses histoires, mais les exporte, les partage et les célèbre avec fierté et souveraineté. L'État de Côte d'Ivoire accompagne activement le Salon international du contenu audiovisuel d'Abidjan en mobilisant les ministères concernés pour en faire un levier de développement du secteur. Le SICA est en train de créer les conditions pour que l'Afrique joue un rôle dans le défi de la mondialisation audiovisuelle. Le gouvernement ivoirien s'est engagé à soutenir le développement du secteur audiovisuel. Et c'est ensemble que nous construirons une nouvelle ère du contenu audiovisuel en Afrique. Conférences, panels, masterclass, concours de pitch sont prévus pour le Salon international du contenu audiovisuel d'Abidjan SICA, avec comme grande première le film Le Grand Déplacement de Jean-Pascal Zadi. Le 25 juin 1945, 50 États adoptaient la Charte des Nations Unies, fondement des droits de l'homme, des libertés et de la paix mondiale. 80 ans plus tard, l'ONU fait face à de nombreuses crises internationales. Hier jeudi, le secrétaire général a dénoncé les attaques sans précédent contre les principes de l'organisation. C'était au cours d'un discours commémorant cet anniversaire. Michel Digré. Antonio Guterres, au cours de la session spéciale de l'Assemblée générale de l'ONU, est très amer. Il dénonce des attaques contre les buts et principes de la Charte des Nations Unies, comme jamais auparavant. Au moment où l'ONU célèbre 80 ans d'existence, les menaces ou l'usage de la force contre des nations souveraines se multiplient. La prise pour cible de civils et d'infrastructures civiles sont légion. La charte de l'organisation est foulée aux pieds. Le secrétaire général de l'ONU se veut ferme. Nous observons un schéma bien trop familier. Suivre la charte quand cela nous arrange, l'ignorer quand elle dérange. La charte des Nations Unies n'est pas optionnelle. Elle est le fondement des relations internationales. Nous ne pouvons pas et ne devons pas normaliser les violations de ces principes les plus fondamentaux. Le 26 juin 1945, 50 pays signaient à San Francisco la Charte des Nations Unies qui édicte les principes devant régir les relations internationales pour préserver les générations futures de la guerre.
Toujours à l'international, la République démocratique du Congo et le Rwanda signeront ce vendredi 27 juin à Washington un accord de paix sous médiation américaine. Une annonce faite par le président Donald Trump lors du sommet de l'OTAN à La Haye. La cérémonie se tiendra sans les chefs d'État mais en présence des ministres des Affaires étrangères. Félix Tshisekedi et Paul Kagame pourraient se retrouver autour de Donald Trump d'ici au 7 juillet prochain. En parallèle, la Cour africaine des droits de l'homme s'est déclarée compétente pour juger le Rwanda dans le différend qui l'oppose à la RDC. Parlant de justice internationale, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a rejeté hier jeudi la requête de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo ainsi que ses demandes de sursis concernant les décisions de radiation des listes électorales. Même sort pour la requête de Guillaume Soro, jugée irrecevable. On écoute le communiqué lu par Abou Sadogo. Dans un arrêt rendu public ce 26 juin 2025, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples rejette les allégations de violation des droits civils et politiques formulées par l'ancien président ivoirien. Saisi en 2020, alors que Laurent Gbagbo contestait sa radiation des listes électorales, la Cour reconnaît sa compétence mais conclut que l'État ivoirien n'a violé aucun des droits invoqués. La Cour estime que la condamnation à 20 ans de prison, bien que prononcée par défaut, a été juridiquement suffisante pour justifier la radiation. Elle considère également que la CEI s'est fondée sur une base légale et qu'aucune preuve d'un traitement inégalitaire ou arbitraire n'a été établie. On parle maintenant du sport avec Maître Samuel de la direction des sports qui est avec nous. Bonjour Maître. Bonjour. Alors, on ouvre avec du football avec l'Africa Sport National qui va rester en Ligue 2. Effectivement, mon cher Abdoulaye, le club vert et rouge avait saisi, il faut le savoir, donc la commission de discipline de la FIF pour contester une défaillance du filet lors donc de son match face à Agboville. Cette requête a été jugée un mois après irrecevable par la commission, ce qui confirme donc que l'Africa sera bel et bien donc en Ligue 2. Alors, mécontent de ce fait, Abdoulaye, et de la gestion également donc du club, certains membres associés réclament la tête du président du club, Kyotea Narcisse, et compte le faire savoir lors donc de l'Assemblée générale ordinaire prévue dimanche prochain 29 juin. Alors, en attendant cela, la Ligue professionnelle de football de Côte d'Ivoire a procédé au tirage au sort de la saison 2025-2026 de Ligue 2 et l'Africa est logée dans la poule B, une poule jugée donc comme poule de la mort et cela pourrait compliquer encore une fois les ambitions donc des Rouillés. Henri-Joël Bois revient sur ce tirage au sort, je vous propose de le suivre. L'Africa devra aller au combat pour assurer son retour en Ligue 1. Les Rouillés ont été logés dans la poule B, qualifiée par les observateurs du football ivoirien comme la poule de la mort. On y retrouve tous les sérieux prétendants à la montée la saison passée. À côté des Verts et Rouges, il y a le Leader Sporting Club de Makori, le Sporting Club de Gagnoa, l'US Bafing, 2e, 3e et 4e de la poule B la saison dernière. L'Africa retrouvera l'équipe de Yamoussoukro Football Club et le tout nouveau relégué, l'AS Denguélé. D'autres jeunes formations comme Atlantis FC, Nour FC, Espérance d'Issia ne sont pas à négliger. Le président de la Ligue professionnelle de football, Salif Bictou, a apporté des précisions sur le mot du tirage au sort. Les 22 équipes qui sont maintenues en Ligue 2. On a fait le tirage. Le premier tiré, poule A, deuxième tiré, poule B. À la suite de ces 22 tirés, on a ajouté les 4 qui viennent de monter de la D3 à la Ligue 2. On a fait ce tirage-là pour compléter les 22. Et ensuite, les 2 relégués, c'est-à-dire Lys et Denguélé, étaient aussi dans un 3e pot. On a fait le tirage, un est parti en poule A, l'autre en poule B. L'autre poule paraît plus équilibrée, mais le Lys de Sassandra, tout nouveau relégué, fait figure de favori. Les sensations de la 3e division, le Jacques d'Angré et 2 Plateaux Football Club peuvent s'inviter à la lutte pour la montée. Les étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody ont réalisé une belle performance au cours des finales universitaires OASU de la zone Abidjan. Ils ont aussi décroché donc leur billet pour les Jeux universitaires prévus du 17 au 20 juillet 2025 à Korogo. Au niveau du taekwondo, en présence du ministre délégué au sport Adjé Silas Meich et de plusieurs personnalités, dont le grand maître 9e Dan Koulibaly Siaka Minaya, le général de corps d'armée Apalo Touré, ministre également
également Bambachek Daniel et du DG du CESTICAO, tous disciples du grand maître Kim Yong-tai. La communauté taekwondoïste de Côte d'Ivoire, portée par son président Jean-Marc Kiassé, a procédé au baptême du gymnase qui porte désormais le nom Kim Yong-tai. C'est au CESTICAO, donc à Cocody. Et puis naturellement, pour finir très rapidement, Afrobasket féminin 2025, prévu du 25 juillet au 3 août prochain. La liste des joueuses sera connue donc cet après-midi 15h. Elle sera dite par le président de la Fédération ivoirienne de basketball et le nouvel entraîneur, donc sélectionneur des filles, des basketteuses ivoiriennes, le sélectionneur Stéphane Leite. Et puis cela sera suivi en direct de la 3 à 15h et à 20h30, on les retrouvera sur le plateau de la grande team pour débriefer un peu tout cela. Samuel Mech, merci et rendez-vous prochain pour un autre journal des sports. Si Dieu le veut. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Il vous a été présenté dans le langage des signes par le professeur Hachimark, qui est avec nous ici sur ce plateau. Restez sur RTI 1 et bonne suite de programme sur notre antenne.